oui, aujourd'hui, moi, je viens vous présenter les bonnes pratiques apicoles en pollinisation. On va voir si... OK, parfait. Donc, avant de commencer, je viens vous parler, en fait, de qu'est-ce que c'est la pollinisation commerciale. Donc, vous le savez un peu tous. Donc, la pollinisation commerciale, c'est l'utilisation d'insectes élevés commercialement pour aller augmenter le rendement des cultures, donc assurer une mise à fruit des différentes cultures. Mais si on se ramène à la base, pour les entreprises qui ont besoin de la pollinisation commerciale ou pour celles qui l'utilisent, l'objectif est le même, en fait. C'est vraiment d'assurer la rentabilité économique des entreprises. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, pour être capable d'atteindre cet objectif commun-là, il faut savoir c'est quoi la réalité de l'une et de l'autre des entreprises, c'est quoi les défis, c'est quoi les façons de faire pendant la saison, puis essayer de communiquer, de s'écouter, et finalement avoir une entente entre les deux entreprises qui va permettre d'atteindre cet objectif commun-là. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler de la pollinisation, mais du point de vue de l'apiculteur. Puis pour l'apiculteur, pour la pollinisation, il y a vraiment deux gros piliers. La première, tout ce qui est en lien avec les colonies, donc la préparation, la santé des colonies. Et la deuxième, c'est au niveau du transport. Pour les colonies, j'ai divisé ça en trois grands piliers. Donc, premièrement, il y a la population qu'on retrouve dans les ruches. Après ça, il y a la nutrition des abeilles. Et enfin, la santé des colonies. Puis pour ce qui est du transport, il y a le trajet et après ça, le rucher dans le site de pollinisation. Donc, je vais démarrer avec les colonies. Ici, dans le petit graphique que je vous présente, c'est l'évolution de la population des colonies dans une saison apicole, dans une année. Donc, c'est un graphique très, très classique. Vous avez en bas là, les différents mois de l'année, de janvier à décembre. Sur l'axe des Y, vous avez la population là, en milliers d'abeilles. La courbe en rouge, c'est l'évolution de la population des abeilles adultes. Et en bleu, c'est l'évolution du couvain, donc l'ensemble des œufs, des larves et des pupes qui sont en formation. Puis là, on peut voir qu'il y a vraiment une croissance de la population. On atteint un pic en plein été, puis après ça, il y a une décroissance durant l'année, à l'automne. En bleu, ici, je veux attirer votre attention sur la période d'hivernement pour les abeilles. Donc, ça commence entre la mi-octobre puis la mi-novembre, tout dépendant des régions du Québec. Puis la fin de l'hivernement va être entre la mi-mars et la mi-avril, parfois même plus tard là, pour les régions qui sont plus au nord du Québec. Et pendant cette période-là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de couvain, donc il n'y a pas de renouvellement de la population dans la colonie. Il n'y a que des abeilles adultes. Donc, les abeilles adultes, il va y avoir une mortalité naturelle au travers de la colonie aussi. Donc, la population de la colonie va descendre, va diminuer jusqu'au printemps, finalement, jusqu'au mois de mars, ou après ça, ça va remonter parce qu'on a une reprise du couvain. Donc, l'hivernement, en fait, la fin de l'hivernement est quand même tard au printemps. Puis, les périodes de pollinisation où on va utiliser les abeilles arrivent quand même assez tôt en saison. Donc ici, on a les pommes qui sont vers la mi-mai, les bleuets qui sont environ vers le fin mai, début juin, et les canneberges qui sont au mois de juillet, donc début juillet. Pour les canneberges, ça va quand même assez bien, rendu au niveau de la population, là, rendu au mois de juillet, c'est là qu'on a le pic de la population. Mais pour les autres pollinisations, le bleuet puis la canneberge, on n'est pas encore au pic de la population, donc on a vraiment des contraintes au niveau temporel pour avoir des colonies assez fortes pour faire les périodes de pollinisation. Donc, évidemment, une ruche qui s'en va en pollinisation pour les pommes ne peut pas être aussi forte qu'une ruche qui va aller pour la canneberge. Si je vous montre un exemple concret avec le bleuet, donc si on dit que la fin de l'hivernement est à la mi-avril et qu'on part en pollinisation du bleuet au début juin, ça nous laisse 45 jours de préparation pour avoir des colonies pour monter en pollinisation au lac Saint-Jean. Puis, le développement d'une abeille, donc de l'ouvrière, de l'œuf à la larve, à l'abeille adulte, en fait, c'est 21 jours. Fait que si on fait un petit calcul mathématique, ça veut dire qu'on a à peu près 2 cycles de ponte pour être capable de partir, d'augmenter la population pour avoir des ruches suffisamment fortes pour la pollinisation des bleuets au lac Saint-Jean. Puis ça, c'est quand ça va bien, parce que s'il fait froid, comme le printemps qu'on a eu, bien là, on manque de chaleur pour
que les abeilles puissent se développer. Puis, il n'y a pas de fleurs non plus là, pour assurer une bonne nutrition. Fait que c'est un très gros défi d'arriver à une population suffisante pour la première pollinisation importante là, du bleuet. Puis, on a vraiment plusieurs étapes à faire pendant ce temps-là. Donc, la première, une fois que l'hivernement est fini, on va faire le premier inventaire pour savoir combien de ruches qu'on a à disponibilité pour faire la période de pollinisation. Donc, parce qu'il y a toujours des mortalités là, qui surviennent de l'ordre de entre 20 et 45 % environ. Donc, est-ce qu'on en a suffisamment pour le contrat qu'on a avec l'entreprise productrice, donc le maraîchère ou fruitière? Puis, si on n'en a pas assez, est-ce qu'on peut en acheter d'autres ou est-ce qu'on peut en produire d'autres? En acheter, on peut. On peut en acheter de d'autres producteurs, mais eux sont dans la même situation que nous souvent parce qu'il faut aussi qu'ils augmentent leur population des colonies au printemps. Sinon, on peut aussi se tourner vers les paquets d'abeilles, mais c'est une solution qui est plus ou moins durable. Dans les dernières années, la disponibilité n'était pas là, le coût a augmenté, puis c'est aussi un vecteur de maladie, en fait, parce qu'ils viennent de Nouvelle-Zélande puis de l'Australie. Puis si on veut produire des nouvelles colonies, c'est aussi possible, mais si on manque déjà d'abeilles pour aller en pollinisation, il faut trouver les abeilles quelque part. Puis les nucléi, comme on voit sur la photo en bas, parfois, ils ne seront pas assez forts, entre autres pour la pollinisation du bleuet. C'est trop tôt dans la saison. Donc, les options sont assez limitées pour être capable d'augmenter la population de nos ruches avant le départ en pollinisation. Mais par contre, les nucléi, là, ils seraient prêts pour la pollinisation des canneberges, là, vu que c'est plus tard dans l'année. Par la suite, on veut s'assurer qu'on a des colonies qui sont fonctionnelles, donc avec une reine qui est pondeuse pour assurer le renouvellement de la population. On doit aussi avoir des ouvrières en quantité suffisante pour s'occuper du couvain, mais aussi avoir une force de butineuse, donc pour aller butiner les fleurs. Par la suite, on va aller faire un équilibrage des colonies pour s'assurer que toutes nos ruches ont vraiment une force qui est optimale, qui va vraiment combler l'espace qu'on leur donne pour assurer une bonne pollinisation, mais aussi pour faciliter la gestion puis le transport. Parce qu'on pourrait se dire, bon, on va en monter des ruches qui sont un petit peu plus fortes, mais ce n'est pas nécessairement une bonne idée parce que ça va demander des opérations, davantage d'opérations de la part de l'apiculteur. Puis souvent, ils sont vraiment très, très loin des sites de pollinisation. Donc, au niveau logistique, ce n'est pas toujours évident de retourner en pollinisation là, pour aller faire des nucléi, par exemple, ou faire la gestion de l'essaimage. Puis si on a des colonies qui sont trop fortes aussi, ils risquent d'essaimer. Donc, l'essaimage, en fait, c'est la reine qui va partir avec la moitié de la population, puis elle part avec les butineuses. Donc, les butineuses que les producteurs ont besoin pour aller sur les fleurs. Puis c'est pas non plus économique pour l'apiculteur parce qu'il perd des abeilles, puis il va perdre une partie de sa production de miel aussi. Donc, on ne veut pas que ça arrive, l'essaimage, pendant la période de pollinisation. Et si nos colonies sont trop fortes aussi, on va avoir des problématiques au niveau du transport parce qu'on risque de faire surchauffer les abeilles là, pendant le transport. Ensuite, la quatrième étape, on veut vraiment optimiser la nutrition. Quand les abeilles partent des sites de l'entreprise, souvent sont dans des environnements qui sont un peu plus diversifiés, un peu plus riches, mais on les envoie dans des monocultures. Donc, dans la ruche, il doit y avoir des réserves suffisantes pour que les abeilles puissent subvenir à leurs besoins pendant quelques jours. Parce qu'au début, souvent, il n'y a pas assez de fleurs, donc dans les bleuets, dans les canneberges, pour assurer une nutrition optimale. Mais l'apiculteur peut quand même pallier un petit peu à ça en ajoutant des suppléments alimentaires, donc par exemple des pâtés de pollen. Et ensuite, l'étape 5, ça va être d'optimiser la santé. Donc, principalement varroa destructeur, qui est l'ennemi principal des abeilles. Donc, il va y avoir des dépistages à faire et des traitements lorsque nécessaire. Puis, on va aussi regarder s'il y a des signes cliniques de d'autres maladies apicoles. Donc, ça, c'était la préparation des ruches avant de partir en pollinisation. Maintenant, je vais vous parler davantage de la nutrition et des besoins des abeilles. Donc, les abeilles ont besoin de 3 choses dans la colonie, du nectar, du pollen et de l'eau. Le nectar, c'est une source de glucides, donc qui va leur apporter de l'énergie, entre autres pour les abeilles adultes pour faire leurs activités de butinage. Le pollen, c'est des protéines qui vont leur apporter, en fait, qui va permettre la croissance, donc des larves, mais aussi des nouvelles abeilles qui émergent. Donc, pendant 2 semaines, les nouvelles abeilles adultes vont continuer à consommer du pollen dans la colonie pour avoir une croissance optimale de leurs organes.
Puis, l'eau va servir aux réactions métaboliques des abeilles, mais aussi, c'est vraiment important d'avoir une bonne quantité d'eau parce que ça va permettre de garder l'humidité dans la ruche, puis l'humidité est nécessaire pour l'éclosion des œufs. L'eau, évidemment, c'est super important d'avoir de l'eau qui est en quantité suffisante, près des ruches, puis une eau saine. Aujourd'hui, par contre, je ne vous en parle pas de façon très élaborée. Il y a d'autres conférenciers après moi là, qui vont en parler, donc je leur laisserai faire la suite là-dessus. Donc, je vais me concentrer davantage pour le nectar et le pollen aujourd'hui. Ici, je vous présente un tableau qui résume un peu les besoins des abeilles puis la disponibilité dans chacun des environnements. Donc, dans la ligne en jaune, on voit que les abeilles ont besoin de glucides, donc de nectar pour assurer le renouvellement de la colonie puis faire leurs activités. Là, je n'ai pas été chercher jusqu'à combien c'était nécessaire, mais ils en ont vraiment besoin de beaucoup. Puis au niveau du pollen, donc on cherche à avoir un pollen qui a au moins 20 de protéines pour arriver à combler les besoins des abeilles. Si on se transporte en bleu, donc dans les bleuetières, les fleurs de bleuets en elles-mêmes ont du nectar, donc ça, ce n'est pas un problème. Puis il y en a aussi un petit peu dans l'environnement, tout dépendant des années, en fait. Mais au niveau des protéines, c'est quand même limitant parce qu'on a environ 10 de protéines qui sont trouvées dans la fleur du bleuet. Donc, c'est la moitié des besoins de l'abeille. Puis l'environnement de la bleuetière, avec les autres fleurs qui sont disponibles, on se retrouve à avoir 15 à 16 donc c'est encore un petit peu un facteur limitant. L'apiculteur peut un peu pallier à ça en mettant des suppléments de pollen dans les ruches, mais ces suppléments alimentaires-là ne sont pas nécessairement ce qui est l'idéal pour les abeilles, puis ça ne contribue pas nécessairement à avoir une colonie qui est vraiment en très, très, très bonne santé. Donc, les abeilles préfèrent vraiment avoir là, cet apport-là de l'environnement. Puis au niveau des canneberges, la canneberge, elle, c'est une fleur qui ne produit pas de nectar. Puis dans l'environnement, il y en a. En mois de juillet, c'est quand même davantage diversifié, là, les fleurs qu'il y a autour, sauf qu'il faut que les abeilles aient accès à ces sources de fleurs-là. Donc, s'il faut qu'ils aillent trop loin, bien, ils vont consommer le nectar au fur et à mesure. Donc, pour la canneberge, souvent, on va devoir nourrir les ruches avant l'entrée en pollinisation pour s'assurer qu'elles aient suffisamment de glucides. Puis au niveau du pollen, la fleur de canneberge n'a pas suffisamment de protéines pour répondre aux besoins des abeilles, donc on parle de 12 mais dans l'environnement, souvent, c'est assez bon, donc on parle de 23 à 25 ce qui est supérieur à leurs besoins. Mais l'idéal, finalement, c'est vraiment d'avoir un environnement qui est riche et diversifié pour que les abeilles aillent dans les fleurs à proximité. Donc, pour l'apiculteur, ça va minimiser les coûts de production. Ça va aussi grandement améliorer la santé des abeilles. C'est aussi une bonne solution pour l'écosystème, donc d'avoir vraiment de la diversité. Ça va aussi favoriser les pollinisateurs indigènes, donc qui vont être capables d'être là pour les débuts de culture, puis améliorer la pollinisation, finalement. Donc, on voit le tableau en bas qui est tiré du guide de Joseph Moisson-de-Serre, qui va vous présenter une conférence cet après-midi, donc où on peut sélectionner des espèces là, qui vont être complémentaires avant, pendant et après la culture. Puis, cet aspect-là va être parlé davantage cet après-midi. Finalement, pour la santé, donc avant le départ en pollinisation, on l'a vu, l'apiculteur va faire des traitements, des dépistages, des observations dans les ruches pour s'assurer que ces ruches sont saines. Mais on a un petit problème avec les maladies apicoles. Les maladies apicoles, il y en a un grand nombre que c'est des champignons, des bactéries, des microsporidies, il y a des spores. Puis, tous ces micro-organismes-là se retrouvent de façon naturelle dans les ruches. Donc, la plupart des ruches en ont. Puis, quand ça va bien, quand la nutrition est adéquate, les abeilles sont souvent capables d'être en santé puis de pallier à ça. Sauf que quand on se retrouve dans une situation où la nutrition est déficiente, là, c'est là que les signes cliniques vont ressortir. C'est là qu'on va voir des maladies dans les ruches. Donc, comme je vous ai montré tantôt, dans les contextes de pollinisation, on a souvent certaines ruches qui ont des problèmes au niveau nutritionnel. Donc, il va y avoir des maladies qui vont ressortir. Le couvain plâtré, la leucoropéenne, la nosémose aussi. Puis une colonie qui a une mauvaise nutrition, bien là, elle va dépérir. Puis en plus, si les maladies embarquent, bien, c'est encore plus limitant. Puis la forte densité de ruches en pollinisation, ça amène aussi des risques de contamination. Par exemple, la loque américaine, le petit coléoptère de la ruche aussi. Donc, il y a des choses à faire attention aussi là, pour pas qu'il y ait trop de ruches de différents apiculteurs dans le même secteur.
Finalement aussi, les pesticides vont affecter les abeilles, donc il faut adopter des pratiques pour minimiser l'impact des pesticides sur les abeilles. Dans ma présentation aussi, je ne vous en parle pas tant parce qu'il y a d'autres présentations qui vont l'aborder plus tard aujourd'hui. Donc, si on fait un résumé pour les colonies, si on est dans des environnements qui sont vraiment très, très limitants pour les abeilles, ça fait en sorte que les colonies vont diminuer en population. Puis là, je donne l'exemple des bleuets parce que c'est vraiment la première, mais ça peut être la même chose aussi pour les canneberges puis pour les pommes. Donc, si par exemple, on a un déficit nutritif qui amène une stagnation de la population, bien, ça va se répercuter sur le reste de la saison. Donc, la nouvelle courbe en rouge que je vous ai tracée peut ressembler à ça. Donc, une fois que les colonies vont être de retour dans leur champ au mois d'août, il va y avoir un petit pic de population. Mais vous voyez que la courbe va vraiment être en dessous de la courbe normale. Donc, ça va être quand même assez difficile de rattraper les retards. Donc, tantôt, je vous disais que pour l'apiculteur, la préparation des colonies commençait à la fin de l'hivernement. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La préparation pour la pollinisation, donc pour les apiculteurs, la préparation des ruches, commence dès la fin de la pollinisation d'une saison pour la saison prochaine, donc pour s'assurer que les ruches soient assez fortes, qu'ils soient en santé, qu'ils survivent à l'hiver et qu'on en ait au printemps suivant. Donc, c'est vraiment un travail de tout le monde, finalement, pour avoir une nutrition adéquate pour les ruches. Maintenant, je vais vous parler aussi du transport des colonies, qui est vraiment un gros morceau au niveau de la pollinisation pour l'apiculteur. Donc, les déplacements se font durant la nuit parce que les butineuses sont de retour à la ruche lorsque le soleil est couché. Puis il y a quand même des risques de mortalité là, des abeilles pendant le transport. Il y a un risque de surchauffe des abeilles. En fait, quand les abeilles vont consommer trop d'oxygène, ils vont vraiment s'agiter. Puis s'il n'y a pas de ventilation suffisante, si la température est trop haute ou si les abeilles sont trop agitées, il va y avoir une surchauffe des abeilles, donc une mort des abeilles. Alors, l'apiculteur, pendant le transport, doit vraiment faire attention à ces aspects-là. Puis en fait, quand le camion est arrêté, il n'y a pas de ventilation dans les ruches. Donc, ça fait en sorte que le trajet pour se rendre doit être le plus direct possible. Donc, il faut anticiper les détours. Donc, en tant que producteur, si vous savez qu'il y a un détour qui n'est pas indiqué sur le 511 ou que le détour qui est indiqué là, par les pancartes, ben, ce n'est pas optimal pour un gros camion, bien, il faut le mentionner à votre apiculteur, dire, bon, passez par tel chemin, passez par tel autre. Donc, pour vraiment l'aider à faire un transport qui fonctionne bien. Il faut aussi limiter les arrêts. Donc, au niveau de l'essence, aller manger, faire un arrêt pipi, bien, il faut faire attention. Parce qu'un lampadaire dans une station-service, bien, c'est comme le soleil pour les abeilles. Elles vont avoir envie de sortir. Fait qu'il faut vraiment limiter les arrêts à ce niveau-là. Il faut aussi s'assurer que nos camions sont en bon état puis avoir un plan B en cas de bris, en cas de pépin, donc pour éviter d'arrêter trop longtemps. Puis aussi, pour les apiculteurs, c'est vraiment des longues journées de travail. Il y a des apiculteurs, il y a des entreprises qui ont assez de personnel pour faire des équipes différentes, donc une pour le chargement, une pour la route, une pour le déchargement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui doivent vraiment tout faire. Puis, la marge de manœuvre est vraiment pas longue. Je vous donne un exemple. Si j'ai une entreprise qui fait de la pollinisation, qui part de la Montérégie, puis qui s'en va à Saint-Félicien, c'est 7 heures de route. Si on dit, bon, faut partir quand les abeilles sont à la ruche, donc au mois de fin mai, début juin, en Montérégie, le soleil se couche vers 20 heures. Donc, là, on dit, bon, on embarque les ruches sur la charge, on fait ça vraiment rapidement, on part vers 21 heures, on fait 7 heures de route, on arrive à Saint-Félicien à 4 heures du matin. Puis à Saint-Félicien, au début juin, le soleil se lève à 5 heures. Puis il faut que les abeilles soient sur les sites avant le lever du soleil pour pas qu'elles se perdent. Fait que ça nous donne une marge de manœuvre de 1 heure pour tout décharger. C'est vraiment pas beaucoup. En cas de pépin, là, c'est sûr que les abeilles doivent être déchargées durant le jour quand le soleil est là. Fait que, tu sais, d'optimiser tout ça pour que ça se passe bien pour l'apiculteur, c'est vraiment gagnant aussi pour les producteurs pour que les butineuses soient au rendez-vous là, dans les cultures. Ensuite de ça, une fois que le trajet est terminé, on arrive à la bleuetière. On ne voit pas grand-chose. Pour un apiculteur, pour moi, un champ de bleuets, un champ de canneberges, il y a un champ, un chemin. Un champ, un chemin, un champ, un chemin, un champ, un chemin. C'est
vraiment difficile de se repérer quand il fait noir. La visibilité est réduite avec les phares. Puis même si les gens ont été visiter les sites de production pendant le jour, plusieurs fois, qui sont à l'aise durant le jour pour les sites, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se perdre. Moi, j'ai un bon sens de l'orientation. Croyez-le pas, je vous laisse la liberté de ça. Pendant mon projet de maîtrise, on allait à tous les jours aller faire les cueillettes dans les bleuetières. On se rendait tout le temps. Fait que je connaissais très bien le chemin, je le connaissais sur le bout de mes doigts. Puis quand ça a été le temps d'aller chercher les ruches, ou en fait de les amener, bien, on s'est perdu. J'ai pas vu le tournant, j'ai pas vu le coin. Il était caché par une branche d'arbre que je n'étais pas habituée. Puis, tu sais, on s'est perdu. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas à bonne place. Rapidement, on a réussi à se retrouver, mais ça arrive quand même souvent. On a un cocktail tantôt à la fin de la journée, là, puis allez voir les apiculteurs. Demandez-les s'ils ont des anecdotes, si vous êtes perdu, s'il y a une ruche qui a été renversée, si on s'est enlisé dans les chemins. Tout le monde va avoir une anecdote à vous raconter. C'est sûr que oui, ça arrive tout le temps. On peut pas, même si on optimise tous les transports, ça arrive vraiment tout le temps. Donc, les producteurs, les producteurs fruitiers, maraîchers, c'est vraiment important que ça soit facile de se rendre au site puis que vous vous mettiez à la place de quelqu'un qui n'est jamais allé. Donc, des bonnes idées, ça peut être donc fournir les cartes des sites de production. Puis s'il faut, avec votre crayon, là, dessiner le trajet pour se rendre du point A au point B. Un trajet qui peut être fait par un camion qui a des ruches. Donnez aussi les emplacements des points, les points GPS des emplacements. Donc, comme ça, on va être sûr qu'on va se rendre à bon port puis qu'on va avoir les bons trajets aussi. S'il y a des tuyaux d'irrigation ou des choses comme ça, bien, il faut les identifier, il faut y penser. S'il y a des barrières qui sont barrées aussi, il faut y penser pour être capable de se rendre rapidement. Aussi, il faut identifier clairement sur le site c'est quoi les chemins d'accès, c'est quoi les ruches, puis avec des bandes réfléchissantes pour qu'on soit capable de les voir vraiment bien dans le noir. Puis aussi d'avoir une personne ressource sur place, donc soit toute la nuit ou encore sur appel, qui va pouvoir vous aider en cas de si on est perdu, si on a un problème mécanique, etc. Donc, c'est vraiment toujours une bonne idée pour faciliter les transports. Ensuite de ça, pour optimiser les ruchers, donc tantôt, je vous ai dit que la marge de manœuvre de l'apiculteur est vraiment pas grosse. S'il y a un problème, il n'aura pas le temps de se rendre. Puis, faire en fait, de décharger 4 ruches ici, 4 ruches là, c'est vraiment pas optimal pour un apiculteur. Donc, il faut limiter le nombre de sites de déchargement, donc augmenter aussi le nombre de ruches par rucher. Ça, pour savoir c'est quoi l'idéal, il faut parler avec votre apiculteur. Demandez-lui quelle superficie il a besoin, combien de ruches il peut mettre à tel endroit. En plus, dans les bleuetières, il y a certains endroits qui ont des cages pour les ours aussi, donc de prévoir ça en conséquence. Puis aussi, pour l'espace de déchargement, c'est vraiment très, très important. Parce que ce n'est pas tous les mêmes camions qui sont utilisés. Il y a certains camions qu'on a un déchargement sur le côté. Il y a d'autres camions qui ont un déchargement vers l'arrière. Donc, ce n'est pas le même espace de travail qu'on a besoin au niveau des ruches. Donc, il faut avoir de l'espace suffisant pour manœuvrer, pour aller porter les ruches au site du rucher. Puis aussi, si, par exemple, il n'y a pas de place, que ce n'est pas possible, bien, que l'apiculteur n'aura pas le choix d'empiéter dans la culture, bien, il faut indiquer des endroits où c'est possible de le faire sans trop compromettre en fait, les champs là, pour le déchargement. Donc, puis aussi, vraiment optimiser la circulation. Il faut penser que ces camions-là, il faut que parfois ils soient en mesure de reculer ou de revenir à leur point de départ. Donc, soit d'indiquer le trajet où c'est possible de revenir au point de départ, ou encore les endroits où c'est sécuritaire de reculer. Puis encore une fois, quand il fait noir, bien, c'est pas évident de reculer un camion. On voit pas grand-chose. Donc, c'est vraiment important de penser là, comme si c'était un endroit nouveau pour l'apiculteur et d'optimiser tout ça pour pas qu'il s'enlise. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de choses, en fait, que c'est des petites choses qui demandent une communication entre les deux. Donc, de se parler, de savoir c'est quoi les défis de l'un, les défis de l'autre. Établir un plan de match ensemble qui convient aux deux parties, puis d'expliquer à l'un et à l'autre c'est quoi les réalités. Il y a des choses qui sont pas possibles ou qui sont difficilement possibles. Donc, par exemple, je suis très consciente que
l'aménagement de sites mellifères au lac Saint-Jean dans un sol sableux, acide, quand il fait froid, c'est pas nécessairement évident pour un producteur, mais il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, puis c'est en se parlant qu'on peut trouver un terrain d'entente puis un plan de match qui fonctionne pour tout le monde pour que l'objectif donc, de rentabilité soit atteint pour tout le monde. Donc, merci beaucoup de votre attention.